Une faculté du Bronx, aux États-Unis, est devenue gratuite après le don d'une nonagénaire. Elle a offert $1 milliard à cette université. Les universités occidentales ont quelque chose de particulier que les nôtres n'ont pas. Je ne veux pas parler de la qualité de l'enseignement, parce que ça, on va dire que ça peut être relatif. Il y a de plus en plus de bonnes universités en Afrique aussi, même si, en termes de ratio, on est quand même encore très loin. Ce que je veux mettre en avant aujourd'hui, c'est l'implication de certaines personnes, qu'il s'agisse d'anciens étudiants, qu'il s'agisse simplement de philanthropes, de personnes qui savent comment est-ce que l'on doit se comporter si l'on veut créer sur la durée un système avec un cercle vertueux. La culture de give back est quasiment inexistante en Afrique. Je veux aujourd'hui partager dans cette vidéo l'histoire donc, de cette dame qui est toute récente, parce que le don l'information date du 27 février, donc c'est quelque chose qui a été avancé dans la foulée, c'est tout récent. Et sur cette base-là, vous expliquer pourquoi et comment est-ce que les gens font ailleurs et pourquoi nous devrions copier. Quand les choses sont bien faites, il faut copier, il ne faut pas avoir peur de copier. Copions ce qui est bien fait, surtout quand ça peut aider le système à aller de l'avant. Comment bâtir des universités africaines plus performantes avec le concours de chacun, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. On va voir ça ensemble tout de suite, prenez de quoi noter, c'est parti. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui nous allons parler d'Afrique, on va parler d'université et tout ça, ça rentre dans la vision de la chaîne, parce qu'ici on parle de développement personnel, de mindset, changer d'état d'esprit, on parle de business, d'éducation financière et aujourd'hui, on va donc évoquer ce sujet-là qui touche à certains des thèmes de prédilection de cette chaîne. Si tu es là pour la première fois, je te souhaite la bienvenue. Je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification parce qu'ici, on traite de sujets propulsifs, comme je l'ai cité tout à l'heure. Et si ça t'intéresse, donc, rejoins la communauté des gens qui rêvent, qui osent, qui créent. ROC en t'abonnant et en activant la cloche de notification. Alors, avant de vous expliquer ce qui s'est passé avec cette dame qui offre $1 milliard de dollars, c'est-à-dire 600 milliards de CFA, un peu plus, je vais vous passer une petite information. Nous lançons un bootcamp, d'accord? Dans quelques jours, les inscriptions seront ouvertes. C'est le Business Rocket Camp qui a pour but d'accompagner les personnes qui ont un business, qui veulent lancer un business, à faire décoller leur projet. Ça va se passer sur Internet, donc vous pouvez y adhérer ou vous inscrire où que vous soyez. Il y aura des webinaires, des masterclass, également des séances de coaching personnalisées en one-to-one avec moi, un ensemble d'activités prévues pendant 4 semaines pour vous permettre de prendre le contrôle de votre business et de le faire décoller en abordant les thématiques que sont le marketing, le management, la finance, la productivité, parce que vous-même, vous devez apprendre à travailler sur vous pour bien mener vos projets et un certain nombre d'autres aspects tels que les aspects juridiques aussi. Donc, on va couvrir de façon transversale ces différents aspects-là pour vous permettre d'avoir des outils concrets et d'avoir un plan concret pour faire décoller votre business. Je vous invite donc à vous pré-enregistrer en cliquant sur le lien à cet effet dans la description si cela vous intéresse et vous pourrez à partir de ce moment-là bénéficier d'un certain nombre d'avantages si vous faites partie des premières personnes à vous inscrire dès que nous aurons ouvert les inscriptions. Donc voilà, c'est une waitlist sur laquelle vous pouvez vous inscrire maintenant pour avoir les informations en primeur. Alors, venons-en à notre dame de 90 ans aux États-Unis, 93 ans, donc nonagénaire, qui espère, grâce à son don, je cite, couvrir les frais de scolarité des futurs étudiants de la faculté de médecine du Bronx et ainsi la rendre plus accessible au grand nombre. Donc c'est une dame, Ruth Gottesman, qui était elle-même, je crois, dans le monde de l'enseignement. C'est une veuve, elle était professeure de pédiatrie et c'est la veuve d'un financier de Wall Street. Donc c'est des gens qui ont énormément d'argent et elle dirige actuellement le conseil d'administration de la faculté à laquelle elle a fait le don. Elle a des liens avec cette faculté. Les frais de scolarité dans cette faculté sont d'à peu près $60 000 par an. Okay? C'est pas donné. Pour quelqu'un qui va faire par exemple médecine, si c'est 7 ans, faites un peu le calcul. Et il y a de nombreux frais annexes. On estime aux États-Unis que la plupart des étudiants, au terme de leur cursus, ont des dettes d'environ $200 000. C'est pour ça que vous entendez souvent dans les films
ou dans les reportages, documentaires et tout ça, parler de ce phénomène de la dette des étudiants. Ils font des prêts étudiants pour pouvoir aller dans les universités où ils vont avoir un certain type d'éducation, donc une certaine qualité au niveau de l'instruction, et donc augmenter leurs chances de succès, de s'insérer professionnellement après. Et finalement, quand ils commencent à travailler, ils vont rembourser leurs prêts étudiants pendant de très 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 longues années. Donc ça, c'est quelque chose qui est fréquent aux États-Unis, dans de nombreux pays européens aussi, et ça ferme également la voie à un certain nombre de personnes. C'est-à-dire que si vous n'appartenez pas à une certaine classe socio-professionnelle, dans la société, si vous n'êtes pas dans certains milieux, vous ne pouvez pas obtenir un prêt étudiant. Donc, ce qu'on appelait les minorités, mais qui ne sont plus des minorités aujourd'hui, parce qu'en termes de nombre, que ce soit les latinos, les blacks, ils sont en train de gonfler au point même d'être plus nombreux. Ça ne va pas tarder de toute façon que les personnes de race blanche aux États-Unis, en tout cas ceux qui sont d'origine caucasienne. Et donc ces minorités-là, comme on dit, une minorité entre guillemets, ont beaucoup de difficultés à accéder aux universités qui sont considérées comme les meilleures parce qu'ils ne peuvent pas avoir de prêt. Et ça, c'est difficile. Alors, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est la capacité à donner, à se lever et à donner $1 milliard. Nous avons des milliardaires en Afrique. Nous en avons tout plein. Je prends un exemple simple. Je ne vais même pas convertir le $1 milliard en CFA parce que c'est 600 milliards. Mais si on parle d'1 milliard de francs CFA, il y a des milliers d'Africains. Dans tous nos pays, il y a des milliardaires, tout plein, peu importe l'origine de leur fortune, qui sont capables, qui sont en mesure de donner de l'argent à des universités. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Pourquoi est-ce qu'aux États-Unis, par exemple, la culture du give back est ancrée et pas dans nos pays? Lorsque je me suis rendu à Oklahoma State University pour 6 semaines, dans le cadre d'un programme, d'accord, c'était le YELI 2017, et c'était un programme où des jeunes leaders africains identifiés après une sélection rigoureuse pouvaient se retrouver en donné vraiment de tous les pays, et il y avait plusieurs cohortes. Moi, ma cohorte était donc à Stillwater dans l'Oklahoma. Et donc on était donc en université de l'Oklahoma, université extraordinaire, avec, vous avez le campus des étudiants qui est juste fou, avec des terrains de sport à en finir, des infrastructures, que ce soit pour la restauration, pour les jeux, pour les études évidemment, les salles super équipées, bref, une université américaine XXL. Et on nous expliquait comment est-ce que tout le complexe sportif avait été finalisé au moment de la construction et agrandi grâce aux dons d'un seul monsieur qui lui avait offert $10 millions, environ 6 milliards. Et c'était un ancien étudiant de l'université. Et des cas comme ça, quand moi j'ai fait quelques recherches, et j'ai parlé avec des gens là-bas aussi, sont légion. La culture de give back, déjà même à travers les associations, les associations humanitaires, les gens font beaucoup de dons. Il y a également une autre raison, c'est que les dons sont souvent défiscalisés pour encourager les gens à donner. C'est des politiques qu'il faut mettre en place. Mais au-delà de ça, les gens font beaucoup de dons parce que c'est dans leur culture et qu'ils estiment qu'ils doivent partager, aider à construire leur pays. Nous n'avons pas ça. On peut être fier de nos pays, mais est-ce qu'au moment de donner, par exemple, nous sommes présents? Lorsqu'on lance un téléthon, tout simplement, combien de gens vous voyez contribuer au téléthon? Ne serait-ce qu'en envoyant 2000 francs. Parce que vous me direz, ah oui, mais c'est pas pareil, nous sommes des pays pauvres. Évidemment, je suis le premier à le dire tout le temps, nous sommes des pays pauvres. Mais ce n'est pas parce que nous sommes des pays pauvres que si vous avez un salaire, par exemple, de 150 000 ou 200 000, vous n'avez pas la capacité de contribuer à hauteur de 1000 francs ou de 2000 francs lorsqu'il y a un téléthon. Moi, j'ai une association depuis 2008, l'association Façonner l'avenir. Nous sommes dans différents domaines. On fait des œuvres caritatives, entre autres. Donc, on va offrir des vivres, on va offrir des vêtements, on va offrir des livres, etc., des fournitures scolaires à des populations en situation de fragilité. D'accord ? De fragilité socio-économique. Lorsque l'on fait des appels à dons, où les gens peuvent donner soit des dons en nature, soit de l'espèce, peu importe, parce que si on veut offrir par exemple des vêtements, les gens peuvent amener leurs vêtements. Quand c'est des vivres, vous pouvez amener des vivres, du spaghetti, du lait, etc., ou faire un don en nature. Mais quand on fait ça, ou un don en espèce, pardon, quand on fait ça, on a bien le schéma sous nos yeux. Moi, je suis dans ce
ce type d'activité qui m'est cher à côté de ma vie professionnelle depuis une quinzaine d'années, je peux vous dire que les gens ne sont pas solidaires outre mesure. Les gens ne réagissent pas souvent. Ils sont très timides. Donc on a un problème déjà en ce qui concerne la construction participative de nos pays. Et ça part donc de petites actions comme celles que j'ai évoquées qu'on fait avec notre association, petites et moyennes actions, jusqu'aux actions d'envergure comme une université. Combien d'étudiants sont passés par des universités locales de leur pays et une fois qu'ils ont réussi, reviennent faire des dons. Vous en connaissez beaucoup en Afrique, francophone en tout cas, parce qu'en Afrique anglophone, ils ont un peu ça évidemment, ils ont hérité un petit peu de tout ce que font les Anglais, les Américains et tout ça. Vous en connaissez beaucoup? Moi, j'en connais pas beaucoup. Des gens qui réussissent d'un point de vue socio-économique et qui reviennent faire des dons à leur ancienne université, il n'y en a pas beaucoup. Alors que c'est une logique que nous devrions suivre. C'est en faisant ça, en fait, qu'on crée un cercle vertueux. Parce que vous allez peut-être réhabiliter une salle ou deux salles. Il ne s'agit pas d'aller donner de l'argent pour qu'on construise une salle dans une université publique qui va porter votre nom. Parce que comme vous voyez ça généralement, soit les salles portent le nom de certaines personnes à titre honorifique, et ces gens-là, parfois, donnent de l'argent, mais c'est uniquement politique. Ça n'a rien à voir. Il faut qu'à la base, ce soit un sentiment désintéressé. Et que ce n'est pas seulement les milliardaires qui doivent le faire. Même quelqu'un qui arrive à gagner 1 million, 2 millions par mois, il a déjà réussi. Si on prend la moyenne dans un pays francophone d'Afrique, il pourrait se dire, ok, je ferai un don d'1 million à mon université. Dans 5 ans, je vais mettre 20 000 de côté tous les mois ou un truc comme ça. Mais un don pour quelque chose de précis. De l'autre côté, on peut comprendre la réticence d'un certain nombre de personnes parce qu'on ne sait pas si les fonds vont être utilisés. Et évidemment, à ce pourquoi on les attribue. La mauvaise gestion, on peut se poser des questions. Mais il faudrait déjà avoir envie de le faire et ensuite on pourrait mettre en place des canaux pour pouvoir superviser, surveiller un peu ces choses. Parce que ce type d'action, vous savez, ça ouvre la porte à beaucoup de gens. Cette dame, elle a dit clairement qu'elle veut ouvrir la voie à d'autres étudiants. D'accord? Et lorsqu'elle a partagé cette nouvelle, elle a précisé qu'ils vont pouvoir attirer des étudiants talentueux issus de la diversité. Pour parler d'un petit peu de minorité, d'accord? Parce qu'ils sont minoritaires maintenant, mais de la diversité qui n'auraient peut-être pas les moyens de poursuivre des études de médecine. Donc, dans cette faculté-là. Ok? Ce don permettra à des générations de dirigeants dans le domaine de la santé de repousser les limites de la recherche et des soins sans avoir à supporter le fardeau d'un prêt écrasant. Donc, voilà un peu comment est-ce que nous pouvons, en Afrique, également travailler à mettre en place un cercle vertueux, dans une certaine mesure, pour l'éducation qui, pour moi, est vraiment la base de tout. Regardez les chiffres du chômage. Vous allez péter les plombs si vous les regardez. J'en parle souvent sur cette chaîne. Le chômage est galopant en Afrique, pendant que la démographie elle-même est explosive. Donc on va avoir des problèmes de formation qui vont être de plus en plus présents. Il y a évidemment la question de la nature des formations, qui doivent être beaucoup plus techniques et professionnelles, etc. Mais quel que soit le type d'établissement, le problème va se poser. Tout le monde n'y aura pas accès. Donc il faut que pour encourager par exemple des systèmes de bourse, il y ait des donateurs à un moment. On ne peut pas attendre tout le temps les partenaires techniques et financiers qui sont donc des organismes étrangers pour pouvoir travailler des bourses. Il faut qu'à un moment on s'autonomise. Nous avons des milliardaires. Nous avons également une classe moyenne émergente où on peut s'organiser et se structurer. Le give back, c'est ça. C'est pouvoir redonner à la communauté, c'est pouvoir redonner à des structures, des organisations, des institutions par lesquelles on est passé, qui nous ont fait du bien, qui nous ont aidés à devenir celui que nous sommes ou celle que nous sommes. Et il faut qu'on puisse intégrer cela. Il y a des associations d'anciens élèves, ça, oui, mais ce n'est pas suffisant. Il faut penser aux générations à venir et nous avons davantage besoin de faire ça que les Occidentaux. Pourtant, ils le font plus que nous. On a plus de défis, plus de challenges, plus de problèmes à régler au niveau de l'éducation que. Donc, il faut véritablement que les choses changent. Et je voulais partager ça avec vous parce que je crois que c'est en parlant de ces sujets qu'on va fabriquer
des personnes nouvelles, qu'on va transformer notre mindset. Et c'est une de mes priorités sur cette chaîne, vous savez, que le mindset soit différent, qu'on puisse transformer notre mindset progressivement pour aboutir à une nouvelle race d'Africains qui n'est pas juste panafricaniste dans la bouche, mais qui a la capacité véritable d'impacter le développement du continent à travers des actes concrets et une attitude bien différente de celle que nous avons pour l'instant. Ok, je serais curieux d'avoir vos avis. Est-ce que vous pensez que ce serait utile qu'on le fasse, comme je dis, que des gens give back, que chacun de nous redonne un peu à la communauté, ou est-ce que vous pensez que ça, c'est pas des préoccupations qu'il faut entretenir parce que nous sommes des pays en voie de développement ou des pays pauvres et qu'on n'a toujours pas pensé à ça, qu'il s'agisse des milliardaires ou de vous-même? Comment pensez-vous que nous devrions réagir par rapport à ce genre de sujet? Mettez un like si vous avez aimé ce contenu, si ça vous fait réfléchir. Si vous trouvez qu'il y a de la pertinence dedans, partagez-le pour que le maximum de personnes puissent être impactées ou interpellées par ces sujets-là. Et n'oubliez pas de vous abonner. En attendant qu'on retrouve une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, nous en craignons, c'est un rock.